Le 19-20, l'actualité nationale et internationale. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le Roussillon frappé à son tour par des inondations. Des milliers d'habitants ont été évacués. Un homme a trouvé la mort à Rivesaltes. Les Pyrénées-Orientales restent placées ce soir en vigilance rouge par Météo France. Nous irons aussi dans l'Aude, au cœur des intempéries, avec les sinistrés. Certains ont tout perdu et l'abattement laisse parfois la place à la colère. Nous ferons le point de la situation avec Ambroise Duché sur les bords de la Glie, qui est sorti de son lit ce dimanche. L'actualité, c'est aussi le retour de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP. Une victoire moins nette que prévue, mais incontestable. Il va devoir maintenant remettre le parti en ordre de marche. À quelques semaines de Noël, gros plan sur les jeux de société. On les croit démodés, mais ils font mieux que résister. Le marché est même en hausse ces dernières années. Et puis la sortie mercredi au cinéma de Mr. Turner, film consacré au grand peintre anglais. L'acteur principal a remporté le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. Les habitants du Roussillon n'avaient jamais vu cela. Jamais l'eau n'était montée aussi vite que la nuit dernière. En quelques minutes, des villages entiers se sont retrouvés inondés en raison de pluies diluviennes. Des crues qui ont provoqué la mort d'un septuagénaire et l'évacuation de milliers de personnes. Lila Bellili. Sijan, méconnaissable. L'eau boueuse s'est infiltrée dans plusieurs quartiers de la ville. Dans les maisons, les champs, les entreprises. Personne n'est épargné. Surtout les automobilistes. Difficile à croire, mais il y a quelques heures ici, c'était bien une route. Une quinzaine de maisons se sont retrouvées piégées. Sur ces images amateurs, cette nuit, les habitations étaient à moitié englouties. Plus au sud, à Argelès, les mêmes images de désolation. Les propriétaires de ces véhicules les ont retrouvés enchevêtrés, retournés. Il suffit d'une vague, c'est submergé et tout fout le camp. Donc ça fait que maintenant la voiture est bloquée. Depuis en 63 que j'habite à Argelès, c'est la première fois une chose pareille. Jamais, jamais, jamais. Dans les Pyrénées-Orientales, il est dangereux de s'aventurer sur les routes. Cet après-midi, un homme de 73 ans est décédé à Rivesaltes. Encerclé par les eaux, il a succombé à une crise cardiaque. L'eau du fleuve a atteint un tel niveau que les évacuations ont dû se faire par bateau. Cette femme a laissé derrière elle une maison inondée. Enfin, une autre personne et d'autres chiens à récupérer. Ouais, voilà. C'est pas la première fois, mais là, ça a été plus violent que les autres fois. Pourquoi ? C'est arrivé plus brutal. La brutalité des eaux. Hier soir, à Rassiguière, un village dans les terres. C'est un torrent qui a déferlé dans les rues. Regardez la mairie hier, prise d'assaut par les flots. Et aujourd'hui, après la décrue, ce qu'il reste du bureau du maire. Un mobilier saccagé. Cette mairie qui était un peu la fierté du village, eh bien voilà, c'est devenu un champ de ruines, mais on se relèvera. Dans la région, plus de 3500 personnes ne passeront pas la nuit chez elles. Elles ont dû être évacuées par précaution. Et parmi les cours d'eau qui ont débordé et qui suscitent toujours l'inquiétude, la Glie dans les Pyrénées-Orientales. Ambroise Duché, bonsoir. Vous vous trouvez à Saint-Paul-de-Fenouillet, tout près du fleuve. Quelle est la situation ce soir ? Écoutez Stéphane, le département des Pyrénées-Orientales est toujours classé en vigilance rouge ce soir et de nouvelles pluies sont attendues. Des pluies a priori de faible intensité, mais la situation reste toujours très préoccupante car les sols sont toujours gorgés d'eau. Alors aujourd'hui, un homme de 73 ans est décédé. Il a succombé à une crise cardiaque alors qu'il traversait en voiture une route inondée. 3000 personnes ont été évacuées à cause des inondations et des routes départementales sont toujours inondées. Et c'est pour cette raison que demain, il n'y aura pas de transport scolaire dans tout le département. Enfin, on l'apprend ce soir, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve vient d'annoncer que l'État allait engager une procédure de classement en état d'urgence, en état de catastrophe naturelle pour les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Merci Ambroise Duché. Alors justement, autre département sinistré ce dimanche, l'Aude, notamment dans le secteur de Sijan où la digue a été submergée par la montée des eaux. Les sinistrés se comptent par milliers, comme ce restaurateur qu'ont suivi Camille Gutin et Nordine Tahar. Une nuit après les inondations, Jean-Pierre Carreau ne peut toujours pas accéder à son établissement. Excusez-moi, est-ce que vous savez si par rapport au Sainte-Anne, ça va mieux ou pas au niveau de la décrue? C'est tout au bout de cette rue que se trouve l'hôtel-restaurant de sa famille.
Pour l'heure, tout est englouti sous près de 2,50 m d'eau. Le jeune homme est abattu. C'est des efforts, c'est du travail, c'est des réservations sur presque toute l'année. On va devoir tout recommencer à zéro. Jean-Pierre Carreau et toute sa famille ont été évacués par les pompiers en pleine nuit. Au détour d'une rue, c'est un de ses voisins qui lui apprend enfin une bonne nouvelle. Ils ont le chien chercher le chien parce que Hervé a... Normalement, oui. Ils ont le chien dans la voiture? Ils ont pris le chien. C'est un gros soulagement, pardon. Et puis voilà, le matériel on va avancer. Les dégâts matériels, c'est son père qui vient les constater quelques heures après. Donc en fait, l'eau est montée jusque là. Dans la salle de l'hôtel, tout a été dévasté. On ne sait pas comment on va faire. Voilà. Avec la crise actuelle et le fait que rien ne marche, ben là c'est catastrophique. Il n'y a pas de nom. Même constat dans l'appartement familial. L'eau boueuse s'est infiltrée dans chaque recoin. Des souvenirs engloutis par les eaux. Voir l'endroit où tu dors, où tu vis, et trouver dans un état plein de boue comme ça, c'est désolant. Ce soir, Jean-Pierre et sa famille savent qu'ils pourront compter sur la solidarité de leurs voisins. Tous espèrent être indemnisés rapidement pour repartir à zéro. Et même si Météo France a placé ce soir le département de l'Aude en vigilance orange au lieu de rouge, un pic de crue du fleuve Aude est attendu la nuit prochaine. Restez donc très prudents si vous vivez dans la région. J'ajoute que dans le Var, où les intempéries ont fait 4 morts jeudi, les recherches se sont poursuivies ce dimanche sans succès pour retrouver les 2 disparus, dont une fillette de 8 ans. Le Var qui est repassé ce soir en vigilance orange. Et puis hier, nous vous avions montré ces images spectaculaires d'Antisanti en Corse où une route s'était effondrée. Les habitants s'étaient retrouvés coupés du monde. Aujourd'hui, les agriculteurs subissent les conséquences de ces intempéries entre désarroi et fatalisme. Nora Boubetra. 160 brebis et agneaux retrouvés noyés. Ce producteur constate impuissant les ravages des inondations sur son cheptel. J'ai été emporté et quelques-unes vivantes, je les ai trouvées là-bas, sur un autre propriétaire. Elle est montée d'un coup, elle est montée. L'eau est comme si un barrage avait craqué. Comme si elle avait lâché un barrage, elle est arrivée d'un coup. Augustin Barazzoli vient de perdre la moitié de son troupeau, un coup dur. Sa production de lait est non seulement divisée par 2, mais la qualité risque d'en pâtir, ses bêtes ayant été traumatisées. Lui aussi n'a rien pu faire pour sauver sa production de clémentines. 1500 plants ont été détruits ou abîmés dans son verger de quelques 3 hectares. Je pense que je vais utiliser la main-d'œuvre que j'ai pour récolter, arrêter peut-être un jour ou deux et essayer de commencer à nettoyer pour pouvoir venir travailler là-dedans, pour essayer de sortir le fruit s'il y a quelque chose à sortir. Voilà. Le système d'irrigation a aussi été arraché et M. Murat redoute plus que tout le coût des réparations estimé à 3 000 € environ par hectare. Demain, l'organisation des producteurs d'agrumes Corse doit se réunir pour faire un état des lieux après les inondations dans cette région qui produit 40% des clémentines en France. Et le même phénomène météo touche aussi le sud du Maroc, dans la région d'Agadir. Il est tombé en 2 jours l'équivalent d'une année de précipitations. Des routes ont été coupées, des digues se sont effondrées. La semaine dernière, déjà, des pluies torrentielles avaient provoqué la mort d'une trentaine de personnes dans le sud du pays. La mort d'un soldat français au Burkina Faso. Cet adjudant des forces spéciales s'est tué dans un accident d'hélicoptère lors d'un vol d'entraînement hier soir. Originaire de Nîmes, il était âgé de 38 ans. 10 ans après, Nicolas Sarkozy est donc de retour à la tête de l'UMP. Première étape sur la route de la présidentielle en 2017. Sa victoire était attendue, mais elle est moins large que prévu. Moins de 2/3 des militants ont voté pour lui. Bruno Le Maire a créé la surprise. Anne Bourse et Alexis Delcourt. Lendemain d'élection à l'UMP, Bruno Le Maire a travaillé ce matin à son QG de campagne avant de partir déjeuner. Exactement, et j'ai au moins une demi-heure de retard. Même s'il n'a pas gagné, son score, près de 30% des voix, résonne comme une victoire, largement fêtée hier soir. Il entend désormais peser sur le parti. Vous avez marqué massivement et clairement
votre volonté de renouveau. Cette volonté devrait être entendue et respectée. Pour ses partisans, Bruno Le Maire s'impose comme l'homme fort de sa génération. Que les militants croient dans le renouveau et qu'on va peser dans ce parti, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne dans le futur. Un vrai poids aujourd'hui. Et là, 30%, c'est vraiment une grosse récompense pour toute l'équipe, pour tous les jeunes qui ont travaillé à fond pour Bruno Le Maire. Mais les militants ont choisi leur chef. Le vainqueur de cette soirée est bien Nicolas Sarkozy, même s'il n'a pas obtenu le plébiscite espéré. 10 ans après sa première élection à la tête de l'UMP, il est à nouveau aux commandes du parti. S'il n'a pas encore pris la parole, ses proches le font. Premier objectif, jouer la carte du rassemblement et de la proximité. Une équipe qui soit très plurielle autour de lui, mais que ce soit aussi des élus de terrain, des maires, des élus locaux. Une victoire saluée par Alain Juppé, non sans un humour quelque peu grinçant. Je lui adresse des félicitations très amicales. À lui maintenant de redonner à l'UMP l'élan qu'elle attend. Nous avons un président, Abemous Papam. Ah, c'est le nouveau pape de l'UMP, Nicolas Sarkozy? Oh, pardon, j'ai cherché président en latin, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai dit ça. Le plus difficile commence pour Nicolas Sarkozy, rassembler son camp. Dès demain matin, il recevra les principaux élus du parti, dont Bruno Le Maire, au siège de l'UMP. Michel Dumoret, bonsoir. Bonsoir, Nicolas Stéphane. Sarkozy élu donc comme prévu, mais le plus dur commence pour lui maintenant. Absolument, et première mission pour le tout nouveau président de l'UMP, rassembler son parti encore hanté par le cauchemar de 2012 et par la guerre Copé-Fillon. Alors pour réussir ce rassemblement, Nicolas Sarkozy va pouvoir s'appuyer sur la légitimité d'une élection confortable et incontestée. Mais il devra aussi composer avec la révélation de cette campagne Bruno Le Maire, qui a déjà pris date et qui a d'ores et déjà annoncé qu'il ne participerait pas à la nouvelle direction. Il va falloir redresser les comptes d'un parti exsangue financièrement. Le déficit de l'UMP dépasse les 74 millions d'euros. Il faudra également réinventer le logiciel idéologique d'un parti en quête d'identité, plus au centre, plus à droite. Nicolas Sarkozy va devoir trancher, et vite. Et puis il y a ces primaires qui doivent se tenir en 2016. Oui, un véritable casse-tête qui peut virer à la guerre des chefs. Doivent-elles être ouvertes et jusqu'où? Alain Juppé a déjà sa petite idée qui n'est pas tout à fait celle de Nicolas Sarkozy. Alors vous l'aurez compris, c'est une véritable course d'obstacles qui s'annonce pour l'ancien chef d'État, qui va devoir aussi reconquérir le cœur des Français pour peut-être envisager l'étape suivante, retourner à l'Élysée en 2017. Merci Michel Dumoret. Et à gauche, que pense-t-on du retour de Nicolas Sarkozy comme chef de l'opposition? Écoutez Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti socialiste. Cette élection a une apparence. Nicolas Sarkozy mal élu. Mais une réalité. La division sur fond de radicalisation thatchérienne. Et c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour la France, vu le programme de Nicolas Sarkozy. Mais c'est une bonne nouvelle pour la gauche, parce que le temps du tous contre le PS s'achève. C'est l'heure des choix, aujourd'hui. C'est valeur contre valeur, programme contre programme. Et pendant ce temps, Marine Le Pen a été réélue sans problème ce dimanche à Lyon à la tête du Front National pour un deuxième mandat. Élue à 100% forcément, car elle était la seule candidate, et elle en est certaine, elle sera présente au second tour de la présidentielle. Paul Satis et Philippe Lagaune. Le Front National au bout du non-suspense. A été élue présidente du Front National, Marine Le Pen. Seule candidate en lice, elle rempile à la tête du parti et ne perd pas de temps pour comparer son score de 100% avec celui d'un autre président élu ce week-end, Nicolas Sarkozy. Il est tout de même ancien président de la République, ancien président de l'UMP. On ne peut que constater que le score qu'il a obtenu est effectivement assez faible. Le Front National, lui, n'a guère changé pendant ce congrès. L'organigramme est remanié, pas bouleversé, en ordre de marche, malgré les divergences du week-end. C'est ça aussi, le front, c'est le front peut-être des différences, mais toutefois avec une ligne politique claire, avec un objectif commun, avec un projet commun. À 15h, Marine Le Pen fait son entrée sous les applaudissements d'une foule entièrement acquise. Le ton du discours de clôture est offensif, tourné contre ces élites qui ont oublié le peuple. Contre la volonté du peuple, et ce depuis des années, ils ont continué à mettre en œuvre la même politique d'immigration. Messieurs Sarkozy et Hollande, la société que vous avez promue est injuste et violente. Le propos qu'elle a tenu
sont cohérents et malheureusement tristement réels. J'ai vraiment foi en Marine Le Pen et j'espère que 2017 sera notre année. Voilà, je vous remercie. Anti-système, anti-immigration, anti-Europe, anti-américain, Sarkozy et Hollande dans le même sac. Rien de très nouveau pour le programme, on attendra encore, mais c'est sur ce discours que Marine Le Pen compte capitaliser pour les 2 échéances électorales de 2015. Alors pour le Front National comme pour le PS, certains ont évoqué un changement de nom. C'est encore plus probable pour l'UMP. Nicolas Sarkozy a clairement laissé entendre qu'il allait rebaptiser le parti. Depuis 50 ans, le nom de la principale formation de droite a d'ailleurs régulièrement changé. Pourquoi cette envie de nouveauté dans tous ces partis? Explication Naïm Naïm et Marc Félix. Pas de candidat PS, UMP ou FN aux prochaines élections. Un scénario possible. Des personnalités politiques l'évoquent, leur parti pourrait changer de nom. Selon la présidente du Front National, Marine Le Pen, la question mérite d'être posée, aux militants notamment. Un non-sens pour son père, le fondateur du parti. C'est pas facile d'imposer un nom, surtout quand on est dans l'opposition. Ça nous est plus difficile qu'à d'autres de l'avoir implanté. Il l'est maintenant, pour que nous en félicitons, nous allons essayer de le faire rayonner. À gauche, Manuel Valls trouve l'adjectif socialiste dépassé. À la question de savoir si le PS doit changer de nom dans une interview à l'hebdomadaire l'Obs, pourquoi pas, répond-il, mais ce changement ne peut être que l'aboutissement d'un processus. Changer de nom, pas une nouveauté pour les partis politiques. Les congressistes ont adopté le principe de la création officielle du nouveau parti socialiste. En 1969, naît le PS, héritier de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Il s'agit que ce sentiment trouve un cadre. À droite, changer de nom est une habitude. Depuis la Libération, elle en a connu pas moins de 5. En 1947, le général de Gaulle fonde le Rassemblement du peuple français. Puis viendra l'Union pour la Nouvelle République, l'Union des démocrates pour la Ve République, le Rassemblement pour la République. Enfin, en 2002, c'est la naissance de l'UMP. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy et d'autres responsables veulent rebaptiser le parti. D'où vient cette manie de changer de nom? Quand vous avez un changement de marque du produit politique, ça accompagne un mouvement général de modification soit du contenu, soit de la stratégie, soit de la tactique, soit des trois, soit pour étouffer un scandale financier. Dans cette entreprise, la spécialité, c'est justement le choix des noms. Aujourd'hui, l'équipe réfléchit aux possibles appellations de partis politiques. Je partirais vers quelque chose de plus émotionnel aujourd'hui. Alors, comment choisit-on un nom? La première chose, quand même, c'est ce qu'on veut dire. La marque, c'est quand même... ça exprime quelque chose, donc quelle image on veut donner? Est-ce qu'on veut donner une image de rassembleur, de modernisme, de progrès? Après, il y a des questions techniques qui sont, il faut que la marque soit prononçable, il faut qu'elle soit facile à mémoriser. En 2002, l'UMP avait failli s'appeler Maison Bleue. L'UMP qui sera certainement le premier grand parti à changer de nom avant les prochaines élections. Pour la première fois, une femme va diriger l'Organisation internationale de la francophonie. Il s'agit de la Canadienne d'origine haïtienne, Michaëlle Jean. Elle a été élue aujourd'hui à Dakar et succède au Sénégalais Abdou Diouf. C'est la première fois que la présidence de l'organisation échappe à un Africain, alors que c'est en Afrique que vivent la majorité des francophones. On en vient à l'agenda de la semaine. Les patrons dans la rue demain, à l'appel de la CGPME, pour exprimer leur exaspération contre les réformes du gouvernement. Le MEDEF n'a pas souhaité s'associer à cette manifestation. Demain, toujours la journée mondiale de lutte contre le sida. Environ 7000 personnes sont contaminées chaque année en France. Dans de nombreuses villes, des rassemblements sont organisés. Toujours dans le domaine de la santé, vendredi, le coup d'envoi du Téléthon, un week-end pour récolter un maximum de dons. L'an passé, le compteur était monté à 73 millions d'euros. On les croyait démodés, définitivement relégués au grenier avec l'émergence des tablettes et autres jeux électroniques. Mais les jeux de société ont toujours la cote. 15 millions de boîtes vendues chaque année en France. La plupart ces prochaines semaines pour les fêtes de Noël. Comment font-ils pour résister à la crise? Les explications d'Elisabeth de Pourquerie et Thomas Guéry. Donc, limitation de vitesse et véhicule prioritaire, ça marche ça? Véhicule prioritaire? Oui. Bah oui. Alors, je suis increvable et prioritaire. Dans cette famille, le jeu de société est une institution. Le mille-bornes est le passe-temps favori
et enfants comme adultes jouent aussi pour gagner. On y jouait quand on était petit, on y joue et on s'en lasse pas parce qu'il y a toujours moyen d'avoir des rebondissements et puis de se faire des petits coups. Parfois il y a des petites larmes à force d'avoir des accidents et tout, quand les plus jeunes ne sont pas contents, mais ils se vengent bien sur leurs parents. Moi j'aime bien le Milborn, j'aime bien Stratego parce que j'aime bien jouer avec mon frère et aussi j'aime bien le Risk parce qu'on peut jouer tous ensemble en famille. 40% des Français affirment jouer en priorité aux jeux de société. Des divertissements indémodables. Pour les professionnels, le succès est toujours là. Le jeu de société est toujours en positif, vraiment en croissance, parce que les gens ont toujours besoin de contact, ont toujours besoin de se rassembler, d'être ensemble en famille autour d'une table. Et il n'y a rien de tel qu'un jeu de société pour avoir ces sensations-là. Profitant du dynamisme des jeux de plateau, ce jeune inventeur lance cette année un nouveau concept plein d'avenir. J'ai décidé de créer une start-up qui pouvait permettre à tout le monde d'apprendre facilement n'importe quelle langue en s'amusant avec un jeu en fait en famille ou entre amis. Donc en quelques parties vous assimilez des centaines de mots ou de phrases en fait dans la langue de votre choix. Rabbit, vous savez pas ce que c'est un rabbit? C'est quoi? Ouais, super, tiens, une pièce d'or pour toi. Ensuite, un lapin. Le jeu, un moment de convivialité en famille transmis par les parents et les grands-parents. Les jeux de société représentent 10% du marché du jouet. Parmi les jeux de plateau, le Monopoly est le plus apprécié, avec 700 000 exemplaires vendus l'an dernier. Un grand classique qui traverse toutes les générations. Au cinéma, la sortie mercredi de Mr. Turner, consacré à un des plus grands peintres anglais. Celui qui joue son rôle, Timothy Spall, avait obtenu le prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. Le film est signé Mike Leigh. Le réalisateur britannique est un fin connaisseur de Turner. Nous l'avons rencontré à Londres, où une grande rétrospective est consacrée en ce moment aux peintres. Nathalie Ether et Steven Pichavant. Il en a inspiré des peintres, le fameux brouillard londonien, entre autres l'un des plus grands, auquel la capitale britannique rend hommage aujourd'hui, William Turner, précurseur de l'impressionnisme. Il avait une énergie incroyable, son œuvre est magnifique. Moi, ce que je préfère, ce sont ces peintures de la nature. Les couleurs, la lumière, son œuvre est passionnante, surtout les débuts de l'impressionnisme. Une œuvre prolifique, car Turner peindra pendant près de 60 ans. Les 15 dernières années de sa vie sont les plus riches, son art est alors à son apogée. C'est le thème de cette très belle exposition. C'est aussi celui du tout dernier film du réalisateur Mike Leigh, grand admirateur de Turner. Je ne connaissais pas grand-chose de l'homme. J'ai donc fait des recherches sur sa personnalité, sur le caractère de Turner, et j'ai découvert un être très compliqué qui a peint cette œuvre absolument sublime. Alors je me suis dit qu'il y avait vraiment un film à faire. Un Turner capable du meilleur comme du pire, dur avec son entourage, mais doté aussi d'une grande sensibilité. Un artiste qui va constamment mettre son vécu au service de son art. Comme cette nuit passée en mer pour saisir au plus près la tempête. C'est une peinture extraordinaire. On y voit à quel point Turner était en avance sur son temps. Regardez ce mouvement. C'est totalement cinématographique. Pour incarner Turner, un comédien hors pair. En mai dernier, Cannes ne s'y est pas trompé en décernant à Timothy Spall le prix d'interprétation. Turner avait ce tic, vous savez, comme ça, très grognon. Et puis en même temps de ses mains, est née une pure merveille. Des bords de la Tamise aux salles obscures, amateurs d'art ou simples curieux, il vous sera difficile dans les prochains jours d'échapper aux fantômes de William Turner. Et je vous rappelle la principale information de ce journal. Le Roussillon, frappé à son tour ce dimanche par des inondations. Des milliers d'habitants ont été évacués. Un homme a trouvé la mort à Rivesaltes. Les Pyrénées-Orientales restent placées ce soir en vigilance rouge au cru par Météo France. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo de Jean-Marc Souamy, puis tout le sport. À 23h50, vous retrouverez Francis Letellier pour le Soir 3 Week-end. Très bonne soirée à tous et à bientôt. Découvrez l'info minute par minute sur l'application et le site France TV Info.